Nous sommes au tout début des années 2010 et à l'époque, YouTube ressemble à ça. Salut tout le monde, c'est Squeezie. Salut à tous, c'est Mister V pour un nouveau podcast. Bonjour, c'est Monsieur Dream. Des jeunes dans leur chambre qui se filment sans trop savoir ce qu'ils font, simplement pour partager leur passion. D'abord à des centaines, puis à des milliers, puis à des centaines de milliers de jeunes qui vont grandir avec ce qu'on va appeler des YouTubeurs. Et tout ça a fini par très largement dépasser les écrans. Bienvenue à tous et à toutes pour Déterfa. Aujourd'hui, c'est 41 millions de Français qui utilisent YouTube chaque mois. C'est le deuxième site le plus visité au monde et pourtant, tout ça pourrait s'arrêter. Vous ne le voyez pas, mais en coulisses, deux nouveaux acteurs sont apparus. Deux nouveaux acteurs qui, en ce moment même, sont en train de changer les règles du jeu de YouTube. L'un va changer votre expérience sur la plateforme, et en fait il est déjà en train de le faire, mais l'autre pourrait même aller jusqu'à poser un sérieux problème à YouTube lui-même, et faire perdre le contrôle à la plateforme. Tout ça vous paraît peut-être un peu obscur, voire absurde. Pourtant, la menace est bien réelle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter qui sont ces deux nouveaux joueurs, ce qu'ils changent en termes d'expérience et pourquoi la plateforme YouTube, telle que vous la connaissez, va probablement subir de très fortes turbulences dans les mois et années à venir. Bienvenue dans les coulisses de notre cher YouTube Game. Vous connaissez cette chanson? C'est une comptine pour enfants qui a 120 millions de vues sur YouTube dans sa version française et plus de 8 milliards dans sa version en anglais. Et aussi étrange que ça puisse paraître, notre histoire part de cette petite comptine, ou plus précisément de la chaîne YouTube qui l'héberge. En 2018, à Londres, un certain René Reichman fonde une société du nom de Moonbug Entertainment, après avoir levé de l'argent auprès d'une grande banque d'investissement. L'idée de René, c'est d'attaquer le marché du contenu pour enfants sur Internet. Pour réaliser cet objectif, il s'intéresse aux entreprises qui opèrent déjà dans ce domaine pour les racheter. Et l'une d'elles lui fait de l'œil, Treasure Studio. Cette boîte possède un véritable trésor. C'est l'une des marques les plus populaires sur le marché du contenu pour enfants et ce qui pèse très lourd sur la balance, c'est justement leur chaîne YouTube, CoComelon, d'où vient la petite comptine du début. CoComelon, c'est en moyenne 83 millions de spectateurs quotidiens à l'époque, ce qui représente plus qu'une grosse chaîne de télévision américaine. En 2020, c'est donc décidé. René rachète Treasure Studio et donc CoComelon, ainsi qu'un autre show très populaire sur YouTube, Blippi, pour la bagatelle de 111 millions d'euros. Ce qui se passe là n'est pas une vente de société comme il y en a tous les jours. C'est aussi une vente de chaîne YouTube à plusieurs millions d'euros. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'en novembre 2021, deux anciens cadres de chez Disney quittent l'entreprise, lèvent des fonds auprès de Blackstone, un fonds d'investissement américain, et rachètent Moonbug pour 3 milliards d'euros. Dans le milieu des investisseurs et des entrepreneurs, c'est un électrochoc, ou plus précisément un point de bascule. Certes, le cas de Moonbug et de Blippi est un peu particulier. Ils ont une présence sur Spotify et sur Netflix, aussi dans les magasins, il n'y a pas de créateur principal qui incarne les chaînes, mais au fond, dans le prix final, leur présence sur YouTube a pesé très lourd dans la vente. Si elles ont eu des acheteurs, c'est qu'elles ont un potentiel de rentabilité énorme. Alors, si ça peut être rentable de racheter des chaînes YouTube de marque, pourquoi ne serait-ce pas rentable de racheter des YouTubeurs? Et c'est exactement ce qui va se passer. À partir de 2021, des entreprises commencent à racheter des chaînes YouTube que vous connaissez probablement. Certaines sont vendues partiellement, d'autres totalement. Le cas le plus emblématique, c'est sûrement celui de MatPat. MatPat, c'est une légende du YouTube anglophone qui a fondé The Game Theorist et tout l'écosystème autour, cumulant plus de 42 millions d'abonnés toutes chaînes YouTube confondues et qui a annoncé l'année dernière quitter YouTube. It's not clickbait. On March 9th, I will be hosting my last Theory episode, at which point I will be handing off the channels to someone else. Oh, wow. L'écosystème de Game Theorist a été vendu à une boîte qui s'appelle Lunarix, fondée en 2021 et qui a aussi acheté Economic Explained par exemple.
Pour prendre un autre cas, on peut parler de Simple History, Improvement Bill ou encore Astrom qui ont été rachetés par Electrify Video Partners. Le schéma est toujours le même. Une boîte lève de l'argent auprès d'un fonds d'investissement, rachète des chaînes YouTube et en fait un actif financier. Pour la première fois, à notre connaissance, des acteurs financiers ne sont pas juste actionnaires, mais deviennent entièrement propriétaires de chaînes YouTube fondées par des YouTubeurs. Ok, mais c'est pas si important que ça, si ? Au fond, qu'est-ce que ça change pour les gens qui consomment le contenu ? Parfois, on ne s'en rend même pas compte que les chaînes ont été vendues. C'est le même créateur à l'écran, c'est les mêmes voix off. De loin, les contenus semblent être les mêmes. Et bien pourtant, en interne, ces rachats changent énormément de choses. Et pas forcément positivement. Un YouTuber est une marque et a une entreprise à faire tourner. Son but est donc de faire de l'argent. Cependant, avant tout, la plupart des youtubeurs sont des créateurs et sont prêts à prendre une certaine dose de risque créatif dans les concepts vidéo qu'ils proposent et ou entrepreneurial dans les événements annexes qu'ils organisent ou dans les marques qu'ils lancent. Sauf que quand vous vendez totalement votre chaîne YouTube à un fonds d'investissement, même si vous continuez en tant que youtubeur de travailler sur la chaîne, vous perdez votre pouvoir de décision. L'objectif de la boîte qui vous rachète est avant tout de faire fructifier l'actif qu'il vient d'acheter, et c'est normal. Mais l'atteinte de cet objectif passe par une chose, l'optimisation maximale. Même si la qualité semble sur le court terme ne pas diminuer, le contenu tend à devenir plus processisé et la prise de risque créative est quasiment exclue de l'équation. Il est encore trop tôt pour voir les conséquences long terme, mais il est envisageable que les chaînes se vident petit à petit de leur essence. Ce n'est pas une vérité générale, mais la stratégie de se tourner 100% vers ses investisseurs et de chercher le profit sur le court terme sans innover, c'est la stratégie d'Apple. Et on voit ce que ça donne. Mais bon, tout ça c'est sur le YouTube anglophone, ça ne nous concerne pas sur le YouTube francophone. Eh bien si, pour 3 raisons. La première, c'est que ce qui arrive à l'étranger, notamment aux États-Unis, finit souvent par arriver en France. La deuxième, c'est que YouTube va dans le sens de l'abolition des frontières, en essayant de faire tomber les barrières de la langue. On le voit avec leurs essais de pistes de doublage sur les vidéos, de traduction de titres et même de traduction de miniatures. On en est encore loin, mais il y a un monde dans lequel on ne fera plus la différence entre un contenu en anglais et un contenu fait par un créateur français dans quelques années. Et la troisième raison, c'est qu'à ma connaissance, il y a déjà une chaîne YouTube en France qui se rapproche un petit peu de ce modèle. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui sur Légende, on reçoit une nouvelle fois Philippe Boxeau, le médecin légiste. Vous connaissez probablement Guillaume Play et l'émission Légende. Eh bien, il n'a pas vendu la chaîne, mais il l'a créée avec une entité extérieure. Qui est Influx Capital Partners, est une structure qui investit dans le projet des talents, d'accord, pour les soutenir, les financer et les aider à se lancer. Ce qu'on a fait avec Guillaume. On n'est pas que son agent, je ne suis pas que son agent. Je comprends. Influx est aussi son associé. La grosse différence, et pourquoi à mon sens c'est pas du tout encore ce qu'on voit à l'étranger, c'est parce que Influx Capital Partners est une branche d'une agence d'influence qui s'appelle Influx, c'est l'une des plus grosses de France, et non seulement ils sont minoritaires sur Légende, mais en plus de ça, ce n'est pas un acteur qui vient de nulle part. Ce sont des gens qui connaissent très profondément l'économie des créateurs, et qui en plus jouent depuis le début très long terme. Et à ma connaissance, et ça je peux complètement me tromper parce que j'ai pas trouvé d'infos, Influx Capital Partners n'est pas backé par un fonds d'investissement comme les Lunarex par exemple. Donc pour le moment, le rachat de chaînes françaises tel que je viens de vous l'expliquer n'est pas encore arrivé, mais à mon sens, ça finira par être le cas. Et pour m'engager jusqu'au bout dans la démarche, je vais vous donner 2 exemples de chaînes YouTube qui, à mon sens, auraient en France le potentiel d'être un jour vendues. D'abord, Trash, parce que Trash a exactement le même écosystème que The Game Theorist. Les chaînes ne sont pas représentées par un seul créateur, il y a énormément de gens qui travaillent dessus et ces gens changent sans que ça n'impacte les performances des chaînes. Et ensuite, là mon pari est un peu plus risqué, c'est Hugo Décrypte. Il a réaffirmé dans un article récemment être 100% indépendant, mais je ne serais pas étonné que dans quelques années, cette situation change. Et à mon sens, d'un point de vue créateur, ça se comprend parfaitement. Je sais que ça donne toujours l'impression de se plaindre quand on dit ça sur YouTube, mais YouTubeur,
ça reste un métier assez difficile au sens de la stabilité. Vous êtes dépendant de plein de contraintes extérieures, l'argent qui rentre est dû à la régularité des vues, qui n'est pas toujours facile à comprendre. Votre chaîne YouTube dépend parfois uniquement de votre visage et ou de votre voix, et aussi parfois seulement de votre force de travail à vous. Ça veut dire que demain vous avez un problème de santé, vous pouvez littéralement disparaître de YouTube et perdre votre métier, si c'est votre métier. Vous pouvez vous prendre des avertissements un peu de nulle part, bref, vous naviguez dans l'un des environnements les plus incertains d'internet, et si vous avez tenu 10 ou 15 ans comme MatPat, c'est profondément rationnel de vous poser la question de la vente si une occasion se présente. Pour autant, d'un point de vue écosystème, si on imagine que les rachats se généralisent, ça reste potentiellement une mauvaise nouvelle pour les spectateurs. D'une part parce que les contenus des chaînes les plus populaires deviendraient potentiellement fades ou lassants sur le long terme, mais surtout parce que ça pourrait littéralement bloquer le jeu. Si une boîte comme Lunarex rachète, mettons, 20 chaînes, qu'Electrify en rachète 30, qu'un autre acteur comme Electric Monster en rachète 20, on pourrait se retrouver avec des oligopoles de contenu exactement comme à la télé. La découverte et même le lancement de plus petits youtubeurs pourrait devenir extrêmement compliqué parce que ces boîtes jouent à une échelle qu'un créateur seul ou même avec une petite équipe ne pourra jamais atteindre. On parle de boîtes qui pourraient produire 100 miniatures par vidéo pour les tester. On ne serait plus sur du simple A/B test, mais sur de la recherche et développement algorithmique. Et ça, c'est impossible à atteindre à petite ou à moyenne échelle. Ok, évidemment, c'est un peu dystopique, et pour l'instant, on est loin de ça. Mais on a quand même franchi un cap avec l'arrivée d'investisseurs financiers principaux, c'est-à-dire propriétaires, dans le jeu de YouTube. Maintenant, je vous ai quand même parlé au début de la vidéo de problèmes pour YouTube, pour la plateforme en elle-même. Là, on en est loin, et au contraire même, YouTube voit son écosystème se renforcer et même se professionnaliser, ce qui semble être plutôt une bonne nouvelle pour eux sur le papier. Mais rappelez-vous qu'il n'y a pas un, mais deux acteurs. Et c'est quand le deuxième acteur entre dans l'arène que les choses prennent une toute autre tournure. Madame, je vous prie de me remettre à l'eau, s'il te plaît. Demande à ta maman de m'aider. Maman, il a besoin d'aide. Ne t'approche pas de ce requin, ce sont des animaux très dangereux. J'ai tellement chaud. Si vous voulez la fin de l'histoire de ce pauvre bébé requin, il faut liker la vidéo. Like cette vidéo si tu veux apporter ton aide à ce petit requin. Vous n'êtes peut-être jamais tombé sur ce genre de contenu, c'est possible. Pourquoi ? Parce que sur cette chaîne, vous êtes 90% à être âgé de plus de 25 ans. Ça veut dire que vous êtes en grande majorité plus âgé que moi, déjà. Et ensuite, vous avez probablement un compte YouTube depuis longtemps et nos algorithmes nous montrent ce qu'on est susceptible d'aimer. Pourtant, ce genre de vidéo, entièrement conçu par intelligence artificielle, a envahi YouTube, à tel point qu'on a donné un nom à ce phénomène. Les AI slop, traduction, la bouillie faite par intelligence artificielle. Il faut vraiment qu'on s'arrête quelques secondes sur ce terme pour le cadrer. Tout le contenu généré par IA n'est pas du slop. Un contenu visuel par exemple peut être entièrement géré par IA et ne pas rentrer dans cette catégorie, comme la vidéo de Balade mentale sur la bibliothèque de Babel par exemple. Pour être un contenu slop, il y a deux critères. D'abord, la quantité. Le slop, c'est un contenu spam. Et de l'autre côté, il y a une question de qualité. C'est un contenu qui manque d'effort et de profondeur. Et on peut tous se mettre d'accord sur la question. Ok, mais genre, personne ne regarde ça. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Laissez-moi vous donner quelques chiffres. La vidéo que vous venez de voir, notre petit requin rose là, c'est 5 millions de vues. Dans les 100 chaînes qui ont grossi le plus vite sur YouTube en juillet de cette année, 9 d'entre elles sont des chaînes avec du contenu uniquement généré par intelligence artificielle et qui rentrent dans les high slop. C'est énorme, on parle de centaines de millions de vues générées par ces vidéos et pas que sur le contenu court. Ça touche les vidéos longues, dans l'ASMR, dans l'histoire, dans la philosophie. Mais YouTube a récemment pris une décision ferme sur le sujet. Démonétiser ses contenus. Tout simplement. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu un peu partout. Sauf que c'est pas vraiment le cas. En fait, la plateforme a juste ajouté une petite modification dans ses règles de monétisation. Pour pouvoir monétiser dans le cadre du programme partenaire YouTube, YouTube a toujours exigé que les créateurs mettent en ligne du contenu original et authentique. Le 15 juillet 2025, YouTube met à jour ses directives pour mieux identifier le contenu produit en masse et répétitif.
Cette mise à jour reflète plus précisément ce à quoi ressemble aujourd'hui le contenu non authentique. Beaucoup l'ont interprété comme une démonétisation du slop, mais dans les faits, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et un élément a rendu encore plus flou la réelle position de YouTube sur le sujet. En septembre, à peine 3 mois après avoir annoncé démonétiser le contenu non authentique, YouTube rend accessible à tout le monde VO3, une plateforme de génération de vidéos, accessible gratuitement dans les shorts, et la promotion s'est faite avec 7 vidéos de présentation. Mais alors, je suis désolée, mais je ne peux pas m'empêcher de me poser la question. Qui consomme ça? Eh bien, il y a 2 catégories principalement. Les gens qui sont relativement âgés et qui ont une utilisation sans recul de la technologie, et les enfants, puisque la vraie cible de la plupart de ces contenus, ce sont les enfants. Et non, sur YouTube Kids, il n'y a pas de shorts, et non, sur YouTube Kids, il n'y a a priori pas de slop. Mais penser que les plus jeunes ne regardent que YouTube Kids, c'est être un petit peu naïf, je pense. Mais donc, la finalité, c'est que le slop n'est recommandé qu'à certains segments de la population, et ça n'a pas de conséquences sur YouTube en tant que plateforme. Oui, mais et si YouTube perdait le contrôle? 500 heures de contenu. C'est ce qui est publié chaque minute sur YouTube. Pourtant, jusqu'ici, l'algorithme parvient à absorber ce contenu et à le dispatcher de manière relativement rationnelle dans les feeds des utilisateurs. Maintenant, le gros changement avec l'IA, c'est la production de vidéos en elle-même, dont les coûts, en termes de temps et en termes d'argent, deviennent ridicules. Il existait une multitude de chaînes robotiques, avec des voix off et des images, bien avant l'IA. Leur modèle économique, c'est de miser sur la quantité, une infinité de contenus pour un qui marche et qui rembourse largement les autres. Mais leurs contraintes de production restent largement supérieures à celles de l'IA, avec laquelle, en un prompt, vous obtenez une vidéo entière. Le problème qu'on imagine souvent, c'est que les créateurs vont se faire remplacer par des IA. Et c'est possible. Mais il y a un autre scénario. C'est un scénario où YouTube, lui-même, n'arrive plus à fournir un service de tri de qualité. Imaginez, une multitude de personnes se mettent à automatiser la création de contenu IA pour gagner de l'argent, et YouTube devient envahi, mais vraiment envahi de slop. La question c'est, est-ce que l'algorithme de recommandation de YouTube peut tenir le choc? La réponse réaliste, c'est qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a jamais vécu cette situation auparavant à cette échelle. Une réponse optimiste dit que oui, le système de recommandation s'adaptera, puisque derrière c'est Google, l'une des structures les plus puissantes du monde en termes d'argent et de technologie, il est clair que l'algorithme régulera. Mais une réponse plus pessimiste pointe du doigt le fait que l'algo fait déjà des erreurs. Et que YouTube, c'est pas une petite start-up de la Silicon Valley où tout va vite. Les décisions prennent du temps. Beaucoup de temps. Et s'il s'avère qu'en interne, ils sous-estiment le danger, parce que c'est un biais humain, ou juste qu'ils ne sont pas encore vraiment clairement positionnés, ce qui de l'extérieur dans leur communication semble être le cas, ils peuvent être pris par surprise. Et l'évolution des fermes IA pourrait devenir trop rapide, au moins à un instant T, par rapport au cycle interne de YouTube. Conséquence directe, une infinité de contenus supplémentaires, donc une infinité d'erreurs supplémentaires, donc une illisibilité des recommandations et une incapacité de YouTube à corriger ce problème à temps. Cette réflexion rejoint celle beaucoup plus étoffée d'un stratégiste YouTube et ancien trader qui a créé une simulation montrant la saturation à cause de l'augmentation des erreurs de l'algorithme. Et pour reprendre sa métaphore, la question est: un barrage construit pour une rivière pourra-t-il vraiment, soudainement, retenir tout un océan ? Si vous êtes arrivé jusque-là, vous êtes peut-être en train de vous dire que je vais beaucoup trop loin et que ça n'a pas
pas de sens. En réalité, le scénario que je vous ai présenté est l'un des plus négatifs dans une galaxie presque infinie de scénarios imaginables. La raison pour laquelle je voulais présenter lui et pas un autre, c'est déjà parce que je pense qu'il faut toujours s'attendre au pire, comme ça on n'est pas déçu, mais c'est aussi pour deux autres raisons. La première, c'est que penser aujourd'hui, sincèrement, que l'IA ne va pas avoir d'impact sur le futur, va disparaître ou va être régulée par les gouvernements avant d'avoir de gros impacts, c'est pour moi être dans la désillusion la plus complète. C'est la raison pour laquelle je vous disais plus haut que je ne suis profondément pas anti-IA. Parce que pour moi, l'être, c'est comme refuser Internet. Ensuite, il faut garder une chose en tête. YouTube, comme le marché en règle générale, récompense la valeur. Pas au sens éthique du terme. À partir du moment où des consommateurs achètent ou consomment un produit ou dans notre cas un contenu, alors celui-ci est récompensé en visibilité et ou en argent. C'est aussi simple que ça. Et ça fait émerger des hypothèses. Dans un scénario catastrophe pour Google, YouTube n'arrive plus à proposer du contenu pertinent aux utilisateurs, donc les utilisateurs s'en détournent. Dans cette hypothèse, c'est vraiment l'hécatombe pour YouTube qui vit surtout de la publicité, et qui dit moins d'utilisateurs dit moins de publicité, donc moins de revenus. Mais il y a aussi un monde dans lequel YouTube ne propose que du contenu slop généré par les fermes IA et que ça plaise à assez d'utilisateurs pour que ce ne soit pas un mauvais choix pour YouTube de ne pas se brider. Parce que si ces contenus font des vues, c'est qu'ils sont vus par des gens. Alors, mettons qu'il y ait même 50% de bots ou d'achats de vues, ce que YouTube au passage arrive à réguler aujourd'hui un minimum, ça fait quand même des millions d'humains. Et il y a aussi un monde dans lequel le slop devient petit à petit un contenu de meilleure et de meilleure qualité, simplement parce que l'IA s'améliore. Reprenons l'exemple de la vidéo de balade mentale. Demain, je pense sincèrement qu'une IA sera capable de réécrire ce script et une voix off de reproduire parfaitement une voix humaine, à tel point que ce genre de vidéo, on ne pourra tout simplement pas savoir si c'est un humain ou une IA qui l'a créé. Et comme on ne peut pas savoir et que c'est considéré non pas comme du slop, mais comme un bon contenu, eh bien on sera complètement capable de le consommer. Même les gens qui sont le plus anti-IA possible ne verront plus la différence. En soi, toutes les issues pour la plateforme, pour les spectateurs et pour les youtubeurs sont encore possibles. Qu'elles soient négatives, mitigées ou positives. Comme je l'ai évoqué, derrière YouTube, c'est Google qui ne manque pas d'avantages. Leur poids économique, leur poids historique, leur poids en termes d'infrastructure, mais aussi le fait qu'ils travaillent eux-mêmes sur l'intelligence artificielle et font partie des acteurs qui voient en direct, en interne, le développement de cette technologie. La conclusion à tout ça, c'est évidemment qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Je n'ai pas de boule de cristal et l'exercice de cette vidéo, c'était de faire de la projection à partir des quelques signaux qu'on observe sur YouTube en ce moment. À mon sens, et c'est personnel, l'IA est un outil incroyable, qui mérite bien mieux que le slop. Je pense sincèrement que ça pourrait être un outil pour aider les créateurs à faire des œuvres incroyables et que globalement ça peut être un excellent outil pour l'humain. Mais l'être humain est capable du meilleur et du pire. Espérons que sur ce coup-là, on choisisse le meilleur. Il y a vraiment des chants, on est en communion, on vit ensemble ce moment. Franchement, je suis trop fier d'Internet.